un temps de présentation de JPA juridique pour vous permettre de mieux vous emparer de cet outil. Ensuite, il y aura un point d'actualité. Le point d'actualité, ce sera sur la proposition de loi pour garantir l'honorabilité, notamment dans les divers secteurs et notamment potentiellement en ACM, mais on en reparlera plus précisément après. Et pour finir, on répondra à 2 questions d'assistance qu'on aura sectionnées au préalable et comme ça, on pourra faire une petite présentation juridique construite de la réponse à vos questions d'assistance. Donc pour commencer, si nous sommes réunis aujourd'hui ici, c'est pour parler de JPA juridique, donc le nouveau portail de JPA qui propose un panel de services juridiques divers et variés. Mais JPA juridique, c'est avant tout une équipe. JPA juridique, c'est une équipe composée de, aujourd'hui, 3 personnes et un avocat. Donc, je me présente, moi, c'est Céline. Je suis à JPA depuis un peu plus de 2 ans et je gère essentiellement JPA juridique. C'est notamment le contenu éditorial, les actualités, la réglementation, les assistances et les consultations interventions. Il y a également mon responsable Sandy Basile qui aussi touche à JPA juridique et qui est également, pour ceux qui connaissent, le rédacteur en chef de la revue spéciale directeur et directrice et aussi qui rédige les revues qu'on a aujourd'hui à JPA. Il y a également Baké que je laisse se présenter. Alors, bonjour, moi c'est Baké Bajinga à JPA au sein du service juridique depuis bientôt 2 ans également. Donc, je m'occupe essentiellement des revues, donc tout ce qui est spécial directeur et ses revisseurs. Et je participe aussi, j'aide Céline sur tout ce qui est JPA juridique sur le site internet. C'est ça. Et grosse rédaction sur le spécial directeur-directrice. Et pour finir, c'est notre principal conseiller juridique, c'est Alexis Tréclin. On a un réseau d'avocats avec lesquels on collabore, on échange. Mais aujourd'hui, Alexis Tréclin est notre principal conseiller juridique et on est en lien avec lui pour les consultations essentiellement. Donc c'est l'équipe aujourd'hui qui peut-être sera amenée à grandir plus tard. Mais ce qui est important de connaître aussi, c'est de comprendre la genèse de JPA juridique, pourquoi JPA juridique. Et la naissance de JPA juridique part d'un constat assez simple. Au cours de ces dernières années, on a constaté une évolution, un changement dans les demandes sur le terrain. Les besoins ont différé, c'est-à-dire que au cours de ces 2 dernières années notamment, on a remarqué un demande croissant d'assistance juridique, un demande croissant d'accompagnement et d'intervention juridique. Par exemple, je sais que cette année, je suis intervenue plusieurs fois, Baké aussi et Sandy particulièrement également, pour des interventions sur des questions de laïcité, sur des questions de violence, harcèlement sexiste et sexuel. S'agissant des questions d'assistance, on a eu de plus en plus aussi des questions d'assistance qui aussi se sont complexifiées parce qu'on peut facilement avoir des réponses sur des questions très très généralistes, mais dès que ça touche à quelque chose d'un peu plus complexe, c'est compliqué d'avoir une réponse fiable. Donc on a vu aussi vraiment une émergence, une montée en puissance de ces questions d'assistance. Pour pouvoir et également des consultations, mais les consultations, je vous expliquerai plus tard exactement ce que c'est parce que c'est un peu différent de l'assistance. Donc pour répondre à ces nouveaux besoins émergents, on a décidé de concevoir, de créer JPA Juridique, la nouvelle plateforme qui est née le 4 décembre 2025. Et aujourd'hui, on peut dire que grâce à cette plateforme, on offre de nouveaux services, un panel de services assez large pour pouvoir répondre aux différents besoins, et ce, afin de garantir les activités de chaque organisateur, de chaque accueil collectif de mineurs, ou les sorties, les voyages scolaires. Donc ce nouveau paradigme, il s'exprime, il se traduit par une modernisation du site, parce qu'on avait un site auparavant, mais ce site proposait essentiellement du contenu. Aujourd'hui, on va aller plus loin. Au-delà du contenu qu'on propose, des actualités, on veut également proposer des services. Donc, on passe d'une offre de contenu à une offre de services vraiment élargie.
et ce, afin de répondre à tous les besoins émergents, tous les besoins diversifiés des acteurs, des accueils collectifs des mineurs et des écoles. Les services dont je vous parle aujourd'hui, c'est à peu près 5-6 services. Il y a un éventail assez large. Ça part du contenu réglementaire à la veille juridique, l'assistance, les consultations et les interventions. S'agissant tout d'abord de la veille. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est une veille vraiment dynamique, élargie, qui se décompose en 3 temps. D'une part, un fil d'actualité quotidien, c'est-à-dire qu'on publie une actualité par jour, et aussi un bulletin hebdomadaire qui permet justement de recenser les actualités de la semaine pour permettre justement de décomposer mieux les différentes actualités, de prendre du recul. Et enfin, des dossiers thématiques, des focus juridiques qui permettent, eux, de se concentrer sur une thématique donnée et de l'approfondir. Par exemple, on a fait la liberté d'expression pour les animateurs en ACM. Ce genre de thématique où on a fait aussi le droit à l'image du mineur. Donc là, c'est vraiment un focus sur une grosse thématique rencontrée en accueil collectif de mineurs ou lors de sorties et voyages scolaires. Ensuite, c'est vraiment le socle de notre site. C'est le fondement de notre site, c'est vraiment les ressources juridiques. L'idée, c'est que les personnes puissent rechercher différentes informations juridiques à travers ce site et donc à travers le bloc réglementaire et les modèles d'actes. Donc les modèles d'actes, on continue de les enrichir, de les actualiser. Et le bloc réglementaire également, c'est vraiment tout ce qui est lié aux accueils collectifs de mineurs et aux sorties et voyages scolaires, donc vraiment par thématique, que ce soit activité en plein air, question d'assurance, question de responsabilité, afin vraiment de laisser la main aux différents acteurs pour pouvoir s'informer. Quand, évidemment, ce n'est pas suffisant pour obtenir une réponse, parce que parfois, malheureusement, c'est pas simplement un article, c'est aussi une réflexion portée sur un article, c'est une interprétation de l'article, c'est tout un raisonnement juridique qu'il faut adopter. Et pour ça, on n'a pas forcément les connaissances suffisantes. Il y a également l'assistance juridique. L'assistance juridique, aujourd'hui, on la déploie. L'idée, c'est de l'ouvrir à tout le monde et de permettre justement de rassurer les différents acteurs à travers cette assistance, de pouvoir obtenir et de pouvoir proposer une réponse fiable, une réponse validée par un juriste, contrôlée par un juriste, établie par un juriste, qui vous permet justement de pratiquer vos activités de manière sereine. Donc, par exemple, on a un éventail de questions type ici. On a eu énormément de questions sur le contrat d'engagement éducatif et surtout sur les animateurs mineurs dans le contrat d'engagement éducatif. Trajet périscolaire également, des questions de responsabilité, responsabilité déclarative, RGPD, droit à l'image. C'est un exemple de questions qu'on peut avoir, mais c'est assez large. Par ailleurs, c'est également l'une des nouveautés avec JPA juridique. On a constaté une demande croissante d'interventions diverses et variées. Et c'est pourquoi on propose aujourd'hui des interventions juridiques sur mesure. Il y a plusieurs modèles, évidemment, mais on s'adapte à la demande. C'est par exemple des interventions, comme je vous l'ai dit, moi je suis intervenue par exemple sur la question de la laïcité, sur la question des réseaux sociaux, sur la question des violences sexistes et sexuelles en accueil collectif de mineurs. Donc je suis intervenue lors de séminaires et de conférences. Baké également. Si Baké, tu veux parler de tes interventions, est-ce que tu souhaites rapidement? Alors, moi, je suis intervenue spécifiquement sur tout ce qui était école, donc sur la responsabilité des enseignants à l'école lors de sorties scolaires. Donc, c'est essentiellement ça. Plus, moi, c'était un peu plus axé école, en tout cas pour le moment, euh, par rapport à Céline qui, elle, est vraiment intervenue dans tout ce qui était ACN. Et voilà. Merci Baké. Et Sandy, évidemment, est intervenu sur beaucoup de questions aussi, notamment la laïcité, le contrat d'engagement éducatif pour les mineurs, et ainsi de suite.
Donc ces interventions, maintenant, on les propose sur JPA Juridique comme ça permet vraiment de répondre à un besoin. Par ailleurs, les interventions juridiques, il y a également les consultations, par exemple les webinaires. Mais les consultations, c'est important de s'arrêter un peu dessus parce que c'est assez mécompris par une partie des lecteurs et des abonnés. La consultation, ça diffère de l'assistance parce que l'assistance, c'est vraiment une réponse générale à une question générale qui ne va pas chercher à être dans le conseil, dans la personnalisation du cas. Parfois, on est un peu dans la personnalisation, on est à la frontière entre la consultation et l'assistance, parce qu'on fait un peu plus. Mais l'idée, c'est vraiment de répondre de manière générale à une question générale, avec un raisonnement juridique consolidé, vraiment réfléchi. Mais ça ne va pas plus loin. L'idée, c'est vraiment qu'on n'est pas dans le conseil, on n'est pas censé orienter la personne vers une option ou une autre. La consultation, c'est vraiment le conseil juridique. Le conseil juridique, c'est le monopole de la profession d'avocat. Donc c'est pour ça aussi qu'on n'est pas censé empiéter sur ce monopole. Et c'est pourquoi on propose des consultations, mais avec un avocat, avec le partenariat d'un avocat, qui permet vraiment d'apporter un éclairage approfondi sur un cas rencontré par un accueil collectif de mineurs, par exemple, et sur une thématique donnée. Donc c'est vraiment un approfondissement de ces thématiques. Il faut vraiment comprendre aussi que la consultation aujourd'hui, c'est un coût assez élevé sur le marché. Vraiment, quand on va chez un avocat, ça peut aller de 2 000 à 10 000. C'est assez variable. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir répondre aux besoins, mais de justement de ne pas proposer des tarifs aussi élevés, donc qui soient plus abordables. Il y a également les webinaires. Donc ça, on est en train d'élargir aussi les webinaires. Et par exemple aussi, on vous en parlera un peu plus tard, mais on va proposer des webinaires qui seront gratuits pour les abonnés. Donc notamment un webinaire que Sandy Basile va bientôt présenter. On va vous l'évoquer ultérieurement. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer à des tarifs privilégiés, notamment par rapport aux avocats, etc., pour pouvoir justement vous permettre enfin que ce soit abordable. Et ici, il y a un récapitulatif un peu des différents services en fonction du type d'abonnement, parce qu'on voulait vraiment proposer des abonnements qui soient adaptés en fonction du besoin. Et évidemment, il y a les services basiques qui sont dans l'abonnement basique, qui vraiment permettent d'avoir accès au fil d'actualité, à la réglementation et à avoir surtout 5 demandes d'assistance pour pouvoir vraiment avoir des réponses juridiques. Et ensuite, il y a l'abonnement essentiel qui s'adresse plus aux grosses structures ou à des structures qui cherchent justement à aller au-delà de simplement l'actualité, la réglementation et l'assistance, qui souhaitent également avoir une consultation, une intervention, un point téléphonique mensuel. Et enfin, l'abonnement Pro Plus, mais lui, c'est du sur-mesure et c'est vraiment quand il y a des grosses demandes auxquelles ni l'abonnement basique ni l'abonnement essentiel ne peut répondre. Donc, maintenant, je vais parler. Alors, pardon, excusez-moi. Tout d'abord, je vais vous présenter un peu le site juridique de Visu. N'hésitez pas dans le chat à poser plein de questions. Ce qu'on va faire, c'est comme on est plutôt nombreux, ça va être compliqué de donner la parole à tout le monde sur ça. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir répondre de manière la plus exhaustive possible à vos questions. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va recenser vos questions, on va y répondre. Si on n'arrive pas à répondre dans les délais impartis, on vous enverra aussi ensuite par mail des explicatifs de manière un peu construite, cohérente et par thématique pour que vous puissiez mieux prendre en main la plateforme. Donc, je vais d'abord vous présenter un peu de visu le site. Alors, donc, là, vous avez accès. Alors, la petite barre noire, c'est parce que je suis administratrice du site, donc normalement, vous n'avez pas cette barre noire. C'est vraiment propre à mon cas. Là, vous avez accès donc à JPA Juridique, au front office, à la page d'accueil.
Pour les dernières actualités, comme vous pouvez le voir, chaque jour une actualité et vous pouvez voir les dernières actualités ici en faisant défiler l'onglet. Si vous descendez, vous avez un aperçu un peu des différents services. Vous voyez aussi, on propose sur JPA Juridique des revues, notamment le spécial directeur, différentes offres également. Et voilà. On rappelle aussi que notre plateforme s'adresse non seulement aux accueils collectifs de mineurs, mais également à tout acteur qui souhaite organiser des voyages et sorties scolaires. Ça peut être également du coup des écoles. Et il y a également l'espace solidaire. Donc, si tout d'abord, vous souhaitez avoir accès aux actualités, par exemple, vous souhaitez voir les dernières actualités qui sont parues, c'est sur Flash Actu qu'il faut aller. Donc, ici, vous voyez, il y a toutes les actualités qui sont sorties dernièrement, vraiment par ordre chronologique, que vous pouvez voir. Et vous pouvez trier par la date la plus récente, la plus ancienne. Et si vous souhaitez, donc, par exemple, chercher quelque chose, chercher une thématique donnée, par exemple la rémunération, pour avoir les dernières actualités sur les changements de rémunération, par exemple, est-ce que le SMIC, le montant du SMIC a été modifié par un décret ou non récemment? Vous pouvez le voir ici. Vous tapez rémunération, là vous avez différentes actualités liées, notamment par exemple les préconisations de JPA et des membres confédérés de JPA du réseau sur le personnel pédagogique. Donc les questions sur les AESH, revalorisation du SMIC, etc. Donc vraiment, c'est par ici, par ce moteur de recherche. Ensuite, oui, vous avez les bulletins de veille, les focus juridiques, c'est le même principe. Pour l'instant, le moteur de recherche ne permet pas de chercher tout le contenu. On avait peur que ce soit vraiment trop large parce qu'il y a beaucoup de contenu sur le site. Mais si vous voulez, vous pouvez nous dire dans le chat ce que vous en pensez parce qu'on s'est dit qu'on pourrait faire évoluer et permettre vraiment la recherche à travers ce moteur de recherche de l'ensemble des contenus. Mais c'est en cours de réflexion. Par rapport à nos services, donc je vous ai un peu présenté les différents services et vous pouvez notamment y avoir accès ici, sur cet onglet. Donc réglementation, par exemple. Si vous, par exemple, vous souhaitez voir la rubrique activité de plein air, il suffit de cliquer sur cette rubrique et tous les articles afférents vont apparaître. Donc c'est pareil pour chaque rubrique. Et vous avez également un moteur de recherche qui vous permet de préciser votre recherche. Donc, vous avez également la page conseil et accompagnement juridique si vous souhaitez justement avoir une intervention, enfin une consultation, les interventions juridiques, veille, modèle d'acte également. Donc, la page modèle d'acte, vous voyez, vous pouvez télécharger ici différents modèles qui vont vraiment être enrichis au fur et à mesure des jours qui viennent et des semaines. Et les questions d'assistance, c'est vos questions juridiques. Donc, si vous souhaitez poser une question sur abonnement, vous pouvez très bien donc vous inscrivez votre nom, adresse mail, sujet, type de structure et la question. Et comme ça, vous pouvez avoir une réponse juridique par nos services. Donc, c'est à peu près tout sur le site. Et pour s'abonner, c'est ici évidemment, mais c'est assez clair comme ça. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, on va faire une session de questions. Alors, grosse difficulté à accéder au compte. OK. Comment procéder au paiement et aux accès? OK. On a accès au site sans abonnement. Alors, je pense que Christine Coursière, je vais voir parce que je pense que c'est un cas particulier. Il doit y avoir un souci. Je pense qu'on en parlera ensemble, soit par appel, soit par mail dans l'après-midi. Mais je note. OK. Alors, ensuite, est-ce qu'on a accès au site? Alors, vous pouvez accéder au site, mais les contenus, la plupart des contenus sont sur abonnement. Il y a certains contenus quand, par exemple, certaines actualités, quand c'est d'intérêt général, on ouvre à tout le monde pour que justement tout le monde puisse prendre connaissance du contenu de l'actualité. Mais en revanche, la plupart des services sont sur abonnement.
Ensuite, pour le pack essentiel, c'est forcément pour 25 utilisateurs. Alors, l'idée du pack essentiel, c'est de 1 à 25. C'est-à-dire que on propose l'intérêt du pack essentiel, c'est à la fois vous pouvez proposer à beaucoup de licences, beaucoup d'utilisateurs, mais c'est surtout en fait le moyen d'accéder à un service juridique. Parce qu'un service juridique est de manière en fait plus abordable. Par exemple, pour le pack essentiel, aujourd'hui, on a une réduction de 3 mois ou 25%. Et l'idée, c'est vraiment, par exemple, on propose une consultation à moins de 2005, je crois, ou 3000 euros. Et plus l'accès, évidemment, à tous nos services, que ce soit l'assistance, 25 questions d'assistance, que ce soit encore les actualités, les focus juridiques, etc. Donc vraiment, c'est à la fois l'intérêt du pack essentiel, c'est le nombre d'utilisateurs, mais c'est également le service auquel on a le droit, dont on peut bénéficier. Donc ensuite, alors j'ai une question concernant le taux d'encadrement. Alors pour les questions d'assistance, si vous avez des questions d'assistance, nous on va pour l'instant répondre à 2 parce qu'aujourd'hui vraiment le principal objet de cette réunion, c'est de vous présenter un peu la plateforme, vous faire prendre connaissance des différents services et ensuite on répond à quelques questions pour vraiment partager notre expertise. Mais ensuite, l'idée c'est on vous répond vous faites la demande sur le site de questions d'assistance, vos questions juridiques, et on vous répondra par ce biais de manière écrite pour vous permettre justement d'avoir une réponse écrite, quitte à réfléchir ultérieurement, pourquoi pas, à organiser un webinaire vraiment concentré sur les questions et réponses juridiques. Mais bon, ça, ce sera à réfléchir et ce sera l'objet d'un webinaire ultérieur. Alors, qui contacter pour mettre en place des accès personnalisés en fonction de nos attentes professionnelles? Les abonnements. Alors, vous pouvez me contacter moi notamment, ou l'adresse, je vais écrire dans le chat. Il y a une adresse qui permet de contacter nos services, c'est servicejuridique.asso.fr. J'écris dans le chat, comme ça vous pouvez. Voilà, c'est cette adresse-là que vous pouvez contacter pour justement avoir des services sur mesure, pour qu'on réfléchisse ensemble à l'abonnement, qu'on adapte et soit on échange par mail, soit on vous appelle. Toutes les propositions. Peut-être faire bénéficier leurs adhérents d'abonnements groupés. Oui. Les fédérations, justement, c'est l'idée, vraiment, c'est une structure, une fédération peut proposer en fait l'abonnement 25 utilisateurs. C'est une personne qui prend le pack et ensuite qui redistribue. Et l'idée, c'est, par exemple, pour simplifier, vous êtes l'administrateur, vous avez pris l'abonnement essentiel, et ensuite, vous envoyez un lien à chaque personne que vous souhaitez accéder à la plateforme, permettre l'accès à la plateforme. Et comme ça, chaque personne pourra se connecter à son compte gratuitement. Ok. Donc, je regarde s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Je laisse encore 5 minutes si vous souhaitez. Et on passera à la suite ensuite. Bon, je pense qu'on va, si vous n'avez pas d'autres questions, quand vous dites 5 demandes, c'est par mois. Alors, quand vous dites 5, alors, 5 demandes, c'est toujours annuel. Donc 25 demandes, c'est annuel et 5 demandes, c'est annuel. Après, il est possible, on peut voir si on peut adapter selon le besoin, mais ça c'est vraiment à la suite d'un échange avec la structure pour voir en fonction des besoins et adapter. Mais l'idée, c'est vraiment 5 demandes par an et 25 demandes par an. Et si, par exemple, vous n'avez pas épuisé vos demandes d'assistance de l'année, on peut les reporter sur l'année suivante. Et 25 demandes, c'est pareil, on peut reporter d'une année sur l'autre.
Ok, je regarde s'il y a d'autres questions. Hmm, pour l'instant, ça va. Et pour l'instant, enfin pour ceux qui vont accéder à la plateforme, est-ce que c'est suffisamment intuitif pour vous ou, parce que on est toujours en cours et on est toujours à la recherche d'amélioration. Donc on est en lien avec notre développeur et on cherche. L'idée, c'est vraiment de permettre vraiment un parcours utilisateur qui soit assez agréable pour la personne qui souhaite accéder à cette plateforme. Donc n'hésitez pas à nous faire des commentaires. Ok, bon bah tant mieux. Oui, c'est vraiment les accueils collectifs, c'est Perisco, ALSHA, ou accueil de loisirs sans hébergement ou accueil en colonie de vacances. C'est vraiment ouais, les accueils collectifs de mineurs de manière très large. C'est ça. Notamment, par exemple, le Perisco, c'est aussi les problématiques sur la pause méridienne, après justement après l'école, etc. Oui, nous aussi, on fait ça. Sur les articles, il y a un lien vers Légifrance. Oui, l'idée, c'est vraiment, par exemple, on met des liens URL dans chaque article qu'on va citer dans l'article d'actualité. Par exemple, on va citer l'article L227-1 du Code de l'action sociale et des familles. Vous pouvez cliquer sur l'article, ça renvoie à Légifrance. Et à chaque fois, ça renvoie, comme ça, vous pouvez vérifier la source. Et l'idée vraiment, c'est que ce soit sourcé juridiquement. Donc oui. Je pense qu'on laisse encore, on va dire jusqu'à 11h10 et ensuite on pourra attaquer la suite. Bon, encore 2 minutes si vous êtes... Ah, alors, tout de suite, notamment les questions juridiques. Oui, la plateforme, vous pouvez y accéder, je vous envoie le lien ici, par le chat. J'arrive. Attends. Bah, qu'est-ce que tu peux envoyer Enfin, attends, c'est bon. Juridique. Hop, j'envoie. Donc, vous pouvez y accéder par ce lien. Et les questions d'assistance, oui, vous pouvez les poser sur la page. Je vous la montre à nouveau ici. Donc là, vous avez vos questions juridiques. Et si vous avez des questions d'assistance, c'est par cette voie. Voilà, vous remplissez votre adresse mail, le sujet, le type de structure et votre question. Alors l'idée de la question, essayez au maximum d'être précis pour qu'on puisse vraiment avoir les éléments qui nous permettent de répondre rapidement. Parce que parfois, en effet, on n'a pas les éléments suffisants pour répondre et du coup, on est obligé de relancer et ça prend un peu plus de temps. Donc, n'hésitez pas à être complet. Vous n'êtes pas obligé de raconter, enfin, écrire un livre non plus. Mais voilà, l'idée, c'est d'être un peu précis dans la question. Et nous, de toute façon, au pire, on reformule, on réfléchit, on adapte, on voit le fond de la question. Mais voilà, c'est par ce biais-là. Euh, Vos noms à toutes les. Alors, pouvez-vous écrire vos noms à vous, les deux personnes qui faites. Ok. Donc, moi j'écris mon nom et Baki t'écris ton nom du coup. Ouais. Et de toute façon, on vous enverra le PPT. Sur le PPT, il y a également
le service juridique. Donc, il y a moi, Baké, mon responsable, notre responsable Sandy, et évidemment aussi Alexis Tréclin. On rajoutera une adresse mail pour que vous puissiez nous contacter si besoin. Auriez-vous la possibilité de nous donner la tarification? Ouais. Alors, sur les différents tarifs, là, en fait, déjà, il faut bien voir qu'il y a une différence entre si vous êtes adhérent et si vous n'êtes pas adhérent. Adhérent, qu'est-ce que ça signifie? C'est adhérer à l'association Jeunesse au plein air. Donc, c'est vraiment, faut bien distinguer abonné et adhérent. Adhérent, c'est adhérent à Jeunesse au plein air. Si vous êtes adhérent à Jeunesse au plein air, vous bénéficiez d'un tarif réduit. Et en fonction du type d'abonnement, ça va différer. Donc, l'abonnement basique, si vous êtes si vous êtes adhérent, pardon, à Jeunesse Plein Air, c'est 187,50 € par an. Entre parenthèses, pour l'instant, le paiement, il se fait en une seule fois, mais on réfléchit aussi à proposer, pardon, un paiement mensuel pour un abonnement annuel qui pourrait permettre de simplifier et de justement d'éviter d'avoir à payer d'un coup une certaine somme. Donc, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est l'idée qu'on a actuellement. Donc voilà, 187,5 € pour les abonnements adhérents, abonnements basiques. C'est 262,5 pour les abonnements non adhérents pour l'abonnement basique. Ensuite, pour l'abonnement essentiel, donc 25 utilisateurs. 25 utilisateurs plus un service, soit une intervention, soit une consultation et 25 demandes d'assistance. Là, on monte à adhérents, c'est 1875 € par an. Donc peut-être abonnement, enfin paiement mensuel. Et pour non-adhérents, c'est 2625 € par an. Et là aussi, on verra pour l'abonnement paiement mensuel. Donc, pour rappel, parce que c'est vrai qu'on l'a dit, ça monte un peu, mais en fait, c'est aussi qu'on propose non seulement à la fois des contenus, donc les actualités, la réglementation, mais également, évidemment, un service juridique. Un service juridique, c'est une consultation faite avec un avocat ou une intervention juridique, c'est-à-dire qu'on vient, on intervient sur un sujet, ça peut être 2, 3 heures d'intervention. Donc voilà, c'est aussi ça qui justifie le prix. Le coût de l'adhésion, alors ça, c'est pas notre service qui s'en occupe, mais si vous voulez, on pourra vous envoyer la procédure d'adhésion pour que vous puissiez, dans le mail récapitulatif avec le PPT, on vous enverra la procédure d'adhésion et le coût d'adhésion. De mémoire, je crois que c'est 10 €, mais je suis pas Céline, sûre. Ouais, je peux reprendre vas-y. la main là-dessus, s'il te plaît? Ouais, Attends, j'étais en train de. Alors, être adhérent à la JPA, il y a deux façons, on va dire. Il y a des ADS, ce qu'on appelle. La JPA est une confédération, donc elle est constituée d'un certain nombre d'acteurs de l'enfance et des loisirs au niveau national. Alors, il y a des gens présents autour de la SAB, tels que les PEP, les Franca, Léo Lagrange, l'UCPA, voilà. Donc ça, ces adhérents nationaux. Ces associations nationales ont aussi des représentants locaux et l'appartenance, on va dire, se fait de fait. Après, au plus proche des territoires, ce sont ce que l'on appelle les comités départementaux. Et les comités départementaux qui sont présents, alors pas encore dans tous les, ou plus plutôt dans tous les départements, mais ils ont pour vocation de regrouper justement les confédérés nationaux et d'y, d'y, d'y ajouter des acteurs locaux, des vacances et des loisirs pour enfants. Et donc, c'est un phénomène d'adhésion au comité départemental si ce n'est pas une association nationale. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais voilà. C'est pas voilà. Et là, ça veut dire que ben, vous participez aussi à ce qui se passe, ou vous avez connaissance de ce qui se passe au niveau d'un comité départemental qui va gérer des choses autour des bourses, des aides, de l'accompagnement des enfants, des différents publics et les mettre en lien avec les différents organisateurs. Voilà, c'est ce travail-là. C'est pas une adhésion comme dans un équipement de quartier. On veut faire oui, une activité X ou Y, on paye 10 € et voilà. L'adhésion est un peu plus. Il y a vraiment le sentiment d'appartenance à la confédération JPA qui est importante et qui regroupe des structures laïques de l'animation socio-éducative, de l'éducation populaire. Voilà.
Oui, en effet, ça se fait pas comme ça, hein. Il y a un conseil d'administration qui va ensuite, voir, si votre adhésion Valider. est Voilà, ouais, tout à fait. en effet. Alors, je reprends les questions comme les années alors, pour l'instant, non, mais on peut réfléchir à, adapter un peu, le process. Mais, par simplification, on avait, décidé parce que c'est un peu une usine à gaz si on commence à proposer, 36 000, types d'abonnements. On avait proposé un abonnement essentiel, un abonnement basique et Pro Plus, mais en fonction de la demande, on peut réfléchir, à proposer un abonnement intermédiaire. En tout cas, on le note. Si une association a un rayonnement national, si on est une association à un rayonnement national, on peut adhérer directement à JPA ou ça, normalement, Françoise a répondu. Merci Françoise. Non, non, je reprends la main parce que là, la question est un petit peu différente. Ouais, c'est plus. Voilà, vous avez bien compris, il y a le national et plus local. Donc, une association qui a un rayonnement national peut tout à fait faire une demande d'adhésion dans la mesure où elle reprend toujours pareil dans le milieu associatif, donc on reprend on est en accord avec les valeurs, le déroulement, etc. Et peut faire une demande au conseil d'administration, à la JPA nationale. C'est vraiment une association nationale peut tout à fait prétendre à adhérer à la JPA nationale. Et du coup, après, si elle a des représentants dans les départements, bah, ça se fera plus ou moins automatiquement. Alors qu'une association qui a un rayonnement, même si c'est interrégional, mais plus local, peut adhérer directement à un comité départemental local. Et j'avais vu une petite question quand je disais normalement il n'y a pas actuellement un comité départemental par département. C'est aussi le, la complexité de trouver des bénévoles, puisque dans les Ouais. comités départementaux, ce sont majoritairement des bénévoles qui gèrent tout ça. Mais vous pouvez rapprocher, il y a aussi des unions régionales. Donc, quand vous allez sur le site de JPA national, vous avez une cartographie qui vous donne les différents comités départementaux qui existent et les coordonnées des personnes que vous pouvez éventuellement contacter si vous êtes sur leur département. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Hmm. On attend encore quelques minutes et sinon on passe à la suite. Mm, mm. Et en tout cas, merci Françoise. Ok, on va bientôt passer à la suite. Mm. Bon, de toute façon, si vous avez d'autres questions sur la plateforme, n'hésitez pas à les poser. On pourra les recenser et vous répondre par écrit si besoin. Donc, c'est aussi le moment. Je vais partager mon PPT pour la suite. Mm. Ok. Alors, à présent, on va parler justement, on va faire un point actu. Et aujourd'hui, on va parler de la proposition de loi sur l'honorabilité des intervenants auprès des mineurs. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, cette proposition de loi. Elle a été déposée assez récemment. C'est vraiment 17 février, déposée à l'Assemblée nationale par le député Arnaud Bonnet. Et si elle a attiré notre attention, forcément, c'est parce qu'elle va interroger notre contrôle d'honorabilité. C'est aussi que c'est une proposition de loi transpartisane. Il faut vous rappeler vraiment qu'il y a énormément de propositions de loi qui sont déposées au Sénat et à l'Assemblée nationale. J'ai pas les chiffres en tête, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup qui restent lettres mortes. C'est aussi la difficulté justement de cet amoncellement de propositions de loi qui sont déposées par des députés et des sénateurs. Mais cette proposition de loi, comme elle est transpartisane, elle a un peu plus de chances justement d'aboutir d'un processus législatif, même si aujourd'hui ces chances restent quand même assez incertaines. Mais voilà, elle a attiré notre attention aussi parce qu'elle parle du contrôle d'honorabilité des intervenants auprès des mineurs, qui touche les accueils collectifs de mineurs aussi, du coup. Et cette proposition de loi, justement, aujourd'hui, les députés, les parlementaires ont beaucoup, justement, dans le radar le contrôle d'honorabilité. C'est notamment lié aux différentes affaires du périscolaire et de la mairie de Paris assez récemment.
Et justement, on a par exemple un baromètre qui permet un peu de voir les intérêts des parlementaires. C'est les questions écrites et les questions écrites au gouvernement, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Ça permet un peu de voir les sujets d'actualité, les centres d'intérêt des parlementaires. Et là, on a vu quand même passer plusieurs questions écrites de la part de parlementaires sur le contrôle d'honorabilité. Ce qu'on voyait aussi, c'est que c'était un peu parfois méconnu, mal compris, les questions, justement, le contrôle d'honorabilité, parce qu'on voit les questions, on voit comment c'est explicité et c'est pas très clair pour certains parlementaires. Mais voilà, on voit que c'est sous le radar des parlementaires et c'est aussi pour ça que cette proposition de loi est parue, a été déposée. Cette proposition de loi, elle a deux objectifs. C'est à la fois proposer une formation obligatoire pour tous les intervenants auprès des mineurs sur la prévention des violences notamment, et également de proposer un dispositif d'honorabilité unifié pour toute personne intervenant auprès des mineurs, et ce, via un certificat d'honorabilité pour l'enfance. Donc déjà, les modalités du dispositif. Aujourd'hui, pour l'instant, dans le texte de loi, ce serait un certificat d'honorabilité numérique. Donc, il faut imaginer une plateforme sur laquelle on verrait le certificat d'honorabilité et qui contrôlerait, donc ce certificat aurait vocation à contrôler, comme aujourd'hui avec notre contrôle d'honorabilité, les différents fichiers, que ce soit FIGES, que ce soit le B2 du casier judiciaire, ou encore le CADA. C'est pas explicité dans le texte de loi, ça dit de manière générale les fichiers touchant, enfin qui pourraient concerner justement les mineurs, etc. Donc, mais ce serait le principe. Donc comme aujourd'hui, parce que nous on a déjà un contrôle d'honorabilité qui est assez en tout cas pertinent. Et ce certificat d'honorabilité, l'idée ce serait justement qu'il soit accessible aux employeurs sur une plateforme sécurisée. Et justement, par exemple, lorsqu'un employeur souhaite embaucher quelqu'un, il verrait sur la plateforme justement si cette personne a un certificat d'honorabilité valide. Ce serait l'idée, c'est vérifier en amont de l'embauche, par exemple, si le certificat d'honorabilité est valide. Et aussi la spécificité de ce certificat, ce serait justement qu'il soit contrôlé en continu. Donc ce serait l'ambition de ce texte, à voir comment ça se concrétise de manière technique et matérielle. Ça, c'est une autre question. Ça, en tout cas, l'ambition affichée du texte, c'est vraiment de permettre d'offrir un certificat, un contrôle d'honorabilité universel, systématique et continu. C'est-à-dire que dès que, par exemple, il y aurait une condamnation ou autre, il y aurait une notification qui serait adressée à l'employeur pour justement lui signifier que le certificat d'honorabilité de la personne n'est plus valide. Aussi pour le champ des personnes qui seraient touchées par ce certificat, le texte a une ambition assez large. C'est vraiment toute personne intervenant auprès des mineurs. Et l'idée, c'est vraiment que ça touche bénévoles, éducateurs et animateurs, etc. Donc c'est très large. Et ensuite, ce serait ça. Mais la question aujourd'hui, c'est vraiment en quoi cela pourrait impacter les ACM. Est-ce que ça peut impacter les ACM, les accueils collectifs de mineurs? Et ça, c'est vraiment important de le préciser. Aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas, c'est pas très clair. Le texte, évidemment, de toute façon, c'est un texte, c'est une esquisse qui a vocation à terme à être améliorée par les parlementaires, à être un peu plus définie. Aujourd'hui, on se pose la question parce que comme le texte a une vocation vraiment à être universel, c'est vraiment le mot dans la proposition de loi, on se demande. Mais on a l'impression aussi que le contrôle d'honorabilité proposé, enfin qui existe dans les ACM, il est méconnu par les différents rédacteurs de cette proposition de loi. On a un doute. C'est pour ça. Si, et je dis bien si, ce texte avait vocation à s'appliquer aux accueils collectifs de mineurs, vous l'avez compris, ça changerait quelques éléments, notamment la déclaration, parce qu'aujourd'hui on déclare et justement ça permet de faire un contrôle d'honorabilité lors de la déclaration, qui peut d'ailleurs prendre du temps. Et ce serait aussi l'idée d'un contrôle en continu. Donc il y aurait pas mal de changements, ça c'est des changements parmi tant d'autres. Mais voilà, il y a toujours vraiment, c'est
c'est vraiment conditionnel parce que là, aujourd'hui, avec le texte de loi qu'on a actuellement, on peut pas vraiment savoir. Donc c'est pour ça, là, j'ai mis les réserves et le champ d'application encore incertain. C'est aussi le texte, les évolutions, parce qu'il y a évidemment le texte proposé, déposé à l'Assemblée nationale, et il y a le texte définitif. Entre ces deux étapes, il y a beaucoup de changements, que ce soit par les sénateurs ou par les députés. Donc vraiment, ça, c'est aussi la deuxième réserve. Et la troisième réserve, c'est la question de l'aboutissement de ce texte, qui n'est absolument pas garanti. Comme je vous l'ai dit précédemment, il y a beaucoup de propositions de loi qui sont déposées. Parfois, elles ont la chance de passer l'étape du Sénat, c'est-à-dire de faire une première navette en première lecture au Sénat. Mais ça arrive très souvent, malheureusement, que leur chemin s'arrête là et qu'elles restent lettres mortes. Donc voilà, nous, on a souhaité justement vous signaler l'existence de cette proposition de loi, au cas où. Mais aujourd'hui, on est quand même vraiment énormément dans l'incertitude. Déjà, quant à son champ d'application, est-ce que vraiment il va s'appliquer aux ACM ou pas? Et ensuite, quant à ses chances d'aboutissement. C'est pourquoi le service juridique de JPA va contacter l'auteur de la proposition. Déjà, on va rappeler notre contrôle d'honorabilité, qui est quand même existant depuis de nombreuses années, et effectif. Et ensuite, pour voir si l'intention de l'auteur, c'est vraiment d'impacter les ACM et à quel point. Donc, on vous tiendra au courant, évidemment, des échanges qu'on pourra avoir avec le député, Monsieur Arnaud. Si vous avez là, si vous voulez, on a pas mal de temps. Donc, si vous souhaitez intervenir oralement, vous pouvez et nous dire un peu votre avis. Est-ce que pour vous, ça complexifierait pardon, les différents, enfin votre travail ou au contraire, ça pourrait simplifier. Mais j'attends de voir. Moi, je suis assez sceptique par rapport à ces propositions de loi. François, si tu veux prendre la parole. Oui, juste pour recontextualiser d'une part tout à l'heure, excusez-moi, je me suis pas présentée. Donc moi, je suis Françoise Faès. Je suis à la fois membre du groupe juridique au niveau de la JPA et administratrice nationale au niveau de la JPA. Voilà. Je regardais dans le chat là. C'est vrai que comme le présentait Céline, c'est cette proposition, cette velléité de proposition de texte de loi, c'est pour englober toute la gestion des mineurs. Or, c'est vrai que pour les gens qui sont présents ici autour des écrans, on est particulièrement concerné par tout ce qui est ACM, plus éventuellement le secteur scolaire, à part le périsco, les classes de découverte, etc. Et que dans les ACM, comme l'a rappelé toujours Céline, on est extrêmement surveillé, on va dire, ou en tout cas incité à faire un certain nombre de déclarations par le biais de TAM qui sécurise et qui modélise toutes ces procédures avec le B2, avec le FIJAS, etc. Donc, le projet de loi, il est pas pour moi, il ne vise pas les ACM en priorité. Par contre, alors qu'on fait partie d'un ministère qui s'appelle Jeunesse et Sport, sous l'égide d'un ministère qui s'appelle Éducation nationale, on se rend compte que dans l'éducation nationale et dans le sport, quand on Ouais. voit tous les scandales en dehors du périscolaire de Paris évoqué aussi récemment, quand on voit tous les scandales qu'il y a eu en termes de comportement plus que déplacés et dangereux, il y a aucun filet. Donc moi, pour moi, cette loi, elle va pas venir nous embêter ou nous contrarier, nous, parce qu'on a cette habitude depuis longtemps et que ben, on la vit au quotidien. Parfois, on peut la subir, mais en tout cas, on l'utilise et on sait très bien l'utiliser. Par contre, elle est faite pour compléter le panorama de tout ce qui englobe les mineurs et pas forcément les salariés. Céline aussi l'a ajouté. Dans les clubs sportifs, il y a beaucoup, ou même dans le scoutisme, dans les clubs sportifs, il y a beaucoup de bénévoles. Dans l'éducation nationale, il y a de plus en plus de gens qui gravitent, qui sont pas forcément salariés. Donc, c'est vraiment la notion d'intervenant, moi, qu'il faut retenir Ouais. surtout. Et puis, c'est surtout, faut dire, c'est plus, dans un premier temps, pour sécuriser la branche sportive et la branche éducation nationale, parce que nous, on est quand même des vieux routiers du truc. On a bien l'habitude, C'est quoi. ça. Après, le contrôle d'honorabilité, il s'est élargi un peu au domaine du Oui. sport récemment, mais en effet, c'est vraiment nous qui avons initié ces accueils collectifs avec notre contrôle d'honorabilité. Donc Mais ouais, parfaitement. Mais dans le sport, il est très dur à mettre en place parce qu'il n'est pas automatisé, autant automatisé que dans Ouais. d'autres secteurs. Donc voilà, donc c'était pour un peu modérer ce que tu disais, Céline. Ouais. Est-ce que ça va nous impacter? Je pense pas que ça va nous impacter grand-chose. Bah, Ça devrait rendre plus cohérent, je plus suis d'accord, mais universel. en fait,
comme le texte en lui-même, il a Oui, vraiment, on a l'impression qu'il veut oui. unifier et justement systématiser, mais faire un seul contrôle d'honorabilité pour tout le monde. Mm, Donc en mm. effet, moi j'ai l'impression qu'ils ont une méconnaissance de notre contrôle d'honorabilité et du coup ils se disent bah il n'existe pas ou il est approximatif, donc on va faire un par-dessus. Mais oui, nous on a notre contrôle, donc c'est pour ça. Oui, je suis d'accord avec toi Françoise, mais c'est important de soulever au cas où Ouais. les hypothèses. Et dans le chat, c'est vrai aussi, dans notre secteur, ça va surtout impacter toutes les structures qui n'étaient pas en mode déclaratif. Donc, les garderies périscolaires, j'aime pas ce mot, mais il existe encore, qui ne Mm, sont pas soumises à déclaration, donc qui ne jouent pas avec TAM au quotidien. Et là, par contre, oui, ça va impacter ça, mais c'est plutôt bien pour le coup. Voilà. mm. Oui, ça permet vraiment d'élargir quand même le contrôle. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir? Vous pouvez aussi intervenir oralement là, puisqu'on a quand même pas mal de temps. Quels sont les contrôles obligatoires qui passent le BAFA notamment? Bah justement, par exemple, un stagiaire, il peut être soumis à un contrôle d'honorabilité. Enfin, il est lors de. Ouais. Aujourd'hui, toutes les personnes stagiaires, animateurs sont soumis en accueil collectif de mineurs au contrôle d'honorabilité. Euh, voilà. Et si vous avez, enfin, un avis, bah après Françoise, elle a bien, enfin justement, t'as bien ciblé l'étendue, donc enfin, et t'as bien donné ton avis, mais euh, bah en fait, l'idée du, vas-y Françoise, je sens que t'as envie de répondre si tu veux. Non, non, alors ça fait un moment que je n'ai pas été sur la formation. Les formateurs, oui, on les déclare à Jeunesse et Sport. Donc, alors c'est pas les formations sont pas déclarées, les formations BAFA BFD ne sont pas déclarées avec un TAM comme les ACM. Mais par contre, voilà, ça risque. Voilà, enfin ça risque, c'est pas un risque, ça peut effectivement concerner les publics. Après, un formateur, dans la question d'avant. Un animateur BAFA, il n'est pas contrôlé au moment où il rentre en Mm. formation. C'est Il est ça, c'est contrôlé quand quand il il va être sur son intervient. stage pratique ou dans l'exercice de sa fonction d'animateur, d'animatrice pour une structure X ou Y, dans un cadre X ou Y. Mais ça, oui, ça va faire partie. Je pense que tout ça, par rapport à notre secteur, ça va être des ajustements à la marge par rapport à ce qu'on a l'habitude de gérer. Et c'est Oui. plutôt un bien, et c'est plutôt un plus, un vrai plus. Par Mm. contre, je peux vous assurer que pour le sport et l'éducation nationale, c'est un champ qui s'ouvre impressionnant. Bah, c'est ça, oui, parce que nous, on est déjà habitués. Mm. À la rigueur, si vraiment ça s'applique à nous, on aura une nouvelle plateforme, un nouveau Voilà. process, mais ça, oui, ça va pas bouleverser. Mm. Alors, la question. Il n'y a pas de contrôle d'honorabilité sur les classes de découverte. Bah, ça dépend dans quel cadre, comment il est organisé, mais en principe, si, quand même, parce que si par exemple c'est dans un centre d'accueil, justement un accueil collectif de mineurs, l'idée c'est que les personnes qui organisent, enfin qui accueillent, soient déclarées. Enfin, il y a un processus de déclaration. Mais bon, de toute façon, ça, si vous voulez, on pourra faire Un un point webinaire, particulier. ouais, sur le contrôle Bah, d'honorabilité, et comme ça, on pourra répondre vraiment à toutes les questions à cette occasion. Si ça vous intéresse, bah, dites-moi dans le chat si vous seriez intéressé par cette idée vraiment de spécifier un peu, enfin de faire un webinaire sur le contrôle d'honorabilité pour pouvoir rappeler un peu son étendue, son champ d'application. Mais je pense qu'on peut envisager ça. il y avait un complément sur les formateurs, formatrices. Aujourd'hui, alors j'espère que je vous dis pas de bêtises, il y a pas ce contrôle, mais ça ne serait pas illogique pour le coup que ça soit étendu. Quand je disais ça va s'étendre parce que nous avons en animation, en formation BAFA, nous avons des mineurs puisque il y avait déjà des mineurs avant puisque c'était à partir de 17 ans. Ça se joue maintenant, on peut s'inscrire à partir de 16 ans. Donc il ne serait pas illogique et même fortement conseillé qu'il y ait ce contrôle d'honorabilité. Aujourd'hui, alors je suis plus du tout sur le secteur de la formation, donc je vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est pas systématique, c'est pas autant systématique que sur les accueils collectifs et les colos. Ouais, Voilà. non, c'est ça. Mais ça devrait le faire. Tout ce qui, puisqu'on parlait des clubs sportifs, tout ce qui va être, toutes les personnes en contact avec des mineurs Ouais, devront avoir ce contrôle d'honorabilité. c'est ça. Parce que c'est vrai que parfois, il y a encore aujourd'hui des interrogations. On a quelques questions d'assistance sur, oui, quel est le champ? Est-ce qu'on doit déclarer telle personne, telle personne?
Et c'est toujours, il y a quand même des trous dans la raquette parfois parce que par exemple, on ne sait pas si on doit déclarer le cuisinier ou si c'est quelqu'un d'autre ou si c'est un prestataire extérieur. Mm. Normalement, oui, mais parfois on n'a pas forcément le réflexe et on n'y pense pas. Et on ne sait pas trop Mais du coup. Et là, il y parfois, on aura n'a plus pas les de, infos. Ouais, là, il y aura plus de trous dans la raquette. c'est C'est le ça. concept. C'est l'idée. Ce serait, ouais. Mais après, j'attends de voir sur la réalisation matérielle et technique parce que ça a l'air très ambitieux. Donc, mais bon, pour l'instant, c'est vraiment, je rappelle, à l'état de proposition de loi, on n'en est qu'au début. Oui. Il y a un risque quand même très fort que ça reste oui, c'est à l'Assemblée nationale et que ça végète là-bas. Mais comme c'est une loi proposition de loi transpartisane, il y a un peu plus de chances qu'elle aboutisse. Voilà, il y a Kevin qui a confirmé mon doute sur les formateurs, formatrices. Mm. Oui, secteur de protection de l'enfance, mais de mémoire, c'est un peu différent. Là, c'est plus sous forme d'attestation d'honorabilité. Et c'est un procès, mais c'est ça. L'idée vraiment, c'est aussi un type de contrôle d'honorabilité un peu différent. Et là, c'est fait par décret, je crois. Et l'idée, c'est aussi d'assurer l'honorabilité des personnes, mais via une attestation. Donc, c'est plus la personne qui doit délivrer l'attestation, qui intervient, qui délivre. Enfin bon, c'est des process un peu différents. Mais ouais, c'est ça, exactement. Bah, l'idée, c'est d'élargir progressivement à toute profession qui pourrait intervenir, ou toute personne, en fait, qui intervient auprès des mineurs. Mm. Donc, voilà. Bah, je pense qu'on va bientôt pouvoir évoquer les questions d'assistance. Enfin, ok. Ouais. Ouais, c'est assez récent d'ailleurs. Ça avance progressivement, les contrôles d'honorabilité. Ok. Bah parfait. Je pense qu'on va pouvoir maintenant parler justement des questions d'assistance et vous faire une présentation de deux réponses d'assistance, Baquet et moi. Euh, on a eu beaucoup de questions d'assistance d'ailleurs. C'était merci parce que ça permet aussi de comprendre vos problématiques et pouvoir mieux y répondre. Et par exemple, on pourra envisager de faire des actualités sur certaines questions d'assistance pour pouvoir justement avoir une réponse un peu pour tout le monde. Et voilà, on réfléchit à différents formats. De toute façon, là, comme JPA Juridique, c'est une plateforme assez jeune, on est toujours à la recherche de nouvelles idées. L'idée, c'est d'enrichir cette plateforme, que ce soit à travers toutes les actualités qu'on peut proposer, à travers les différents services, et voilà, le rendre dynamique et vivant. Donc, s'agissant des questions d'assistance, on en a eu pas mal et on a décidé d'en prendre deux parce que l'idée aujourd'hui, c'était vraiment de se concentrer sur la plateforme et ensuite des questions d'assistance, mais c'est secondaire parce qu'on n'a pas le temps de tout faire, malheureusement. On a un temps qui est assez court. Donc là, aujourd'hui, on a sélectionné deux questions. D'une part, le transfert de responsabilité en accueil collectif de mineurs. Donc là, c'était la question, c'est un parent vient récupérer son enfant en accueil de loisirs sans hébergement. Il discute avec la directrice. Pendant ce temps-là, l'enfant joue dehors et se blesse. Qui est responsable? La deuxième question qui sera traitée par Baquet, c'est le transport de mineurs en minibus. Ça, c'est aussi une question qui revient assez fréquemment. C'est quel est le cadre réglementaire pour un animateur amené à conduire un minibus lors d'un séjour de vacances? Existe-t-il une limite de distance ou de kilomètres à parcourir? Donc, s'agissant de la première question sur le transfert de responsabilité en ACM, ça, vous voyez, par exemple, c'est une question assez simple, assez générale, et la réponse aussi, elle est argumentée, mais elle a vocation à être générale aussi. Elle s'applique à toute personne. Donc, pour cette question, tout d'abord, il faut rappeler évidemment que les accueils collectifs de mineurs, que ce soit les accueils de loisirs sans hébergement ou les accueils en séjour de vacances collectifs, etc., ces accueils sont soumis à une obligation de sécurité. C'est une obligation de protection des mineurs, de sécurité, qui implique, dont découle une obligation de surveillance. Cette obligation de sécurité, elle est de moyens. Ça veut dire que l'organisateur, l'équipe encadrante, doivent mettre tous les moyens en œuvre pour assurer la sécurité des personnes, des mineurs accueillis, mais si ils ne commettent pas de faute dans cette obligation de surveillance, leur responsabilité ne sera pas mise en œuvre, ne sera pas engagée.
C'est pas automatique. C'est pas il y a un accident, engagement de la responsabilité de l'accueil collectif de mineurs. S'agissant du cas d'espèce, en l'occurrence, l'enfant est visiblement dans un accueil de loisirs sans hébergement. Il est donc sujet à surveillance de l'équipe encadrante. Il n'y a pas eu de là, par exemple, je dois interpréter un peu la question et je vais proposer différents scénarios, mais je vais essayer de répondre de manière assez générale. Donc, dans ce cas précis, visiblement, il n'y a pas eu de remise effective aux parents, c'est-à-dire que l'enfant est toujours en train de jouer sous la surveillance des différents de l'équipe encadrante. Et pendant ce temps-là, le parent discute, donc pas de remise effective. Donc, techniquement, si une responsabilité devait être mise en œuvre, ce serait la responsabilité de l'accueil collectif de mineurs. Parce qu'il y a toujours une obligation de surveillance qui pèse sur cet accueil collectif de mineurs, sur l'équipe encadrante. Et s'il y a un accident qui a lieu, qui survient lors de cette obligation de surveillance, enfin de ce temps de surveillance, il y a une possibilité, il y a un risque que la responsabilité de l'accueil collectif soit engagée, mais il faut bien préciser que c'est évidemment c'est pas automatique et évidemment il faut une faute de l'accueil collectif de mineurs. Typiquement, il faut un défaut de surveillance, par exemple. Par exemple, lors de l'accident, il n'y avait aucun membre de l'équipe encadrante qui était présent sur place, personne pour surveiller. Par exemple aussi, l'enfant faisait une activité très dangereuse et personne n'est intervenu pour l'arrêter. Je ne sais pas, j'ai pas d'exemple en tête, mais si par exemple il commence à être sur le rebord très très haut d'un endroit et personne n'intervient à ce moment-là, là oui, il y a un risque d'engagement de la responsabilité de l'accueil collectif de mineurs. Mais pour savoir si cette responsabilité est engagée, le juge va regarder un faisceau d'indices. Il va regarder par exemple si, pas systématiquement, mais il peut regarder si le respect du taux d'encadrement, enfin le taux d'encadrement a bien été respecté. Il va regarder aussi le type d'activité, par exemple si les enfants font du roller ou si les enfants sont juste en train de jouer tranquillement, ce ne sera pas du tout la même observation. Par exemple, si les enfants font du roller, il y a le rôle actif de l'enfant, on ne peut pas anticiper chaque mouvement, c'est assez imprévisible. Donc, s'il chute, à partir du moment où l'activité était bien encadrée, bah, c'est un accident qui arrive. Donc, la qualification en fonction de l'activité, évidemment aussi. Le lieu de l'accident, par exemple, si c'est un lieu de baignade, il y a des consignes, des préconisations à prendre qui sont très différentes et on doit vraiment sécuriser les lieux, s'assurer par exemple que le lieu de baignade, il n'y a pas de courant, que l'eau, enfin, il n'y a pas de souci. Vraiment, voilà. Ça dépend de beaucoup de facteurs, du lieu d'accident, du comportement des personnes aussi, qui surveillent. Par exemple, si les personnes ne sont pas là ou sont en train de, je ne sais pas, sont dans un coin et sont très loin de là où sont les enfants, il y a un risque d'engagement de la responsabilité. Donc, en l'occurrence, il n'y a pas eu de remise de l'enfant à ses parents. Donc, l'ACM est toujours assujettie à son obligation de surveillance. Donc, il y a un risque, mais seulement un risque d'engagement de sa responsabilité. Et là, c'est vraiment factuel. On va regarder si l'ACM a bien répondu à son obligation de surveillance, s'il n'a pas commis de faute dans cette obligation. Et voilà, pour rappel, la fin de l'obligation, c'est vraiment au moment de la remise effective de l'enfant. Tant que l'enfant n'a pas été remis aux parents ou à une personne désignée par le parent, il est toujours assujetti à cette obligation. Donc, la présence du parent sur les lieux ne suffit pas en elle-même. Voilà. Je pense qu'on va passer directement à qu'en est-il des parents autorisés à rentrer seuls. De toute façon, ça aussi, alors ça, je vais faire un petit aparté, mais vraiment, ce sera aussi l'occasion, soit des actualités, soit via des questions d'assistance. Vous pouvez aussi, n'hésitez pas. Mais par exemple, si les enfants sont autorisés à rentrer seuls, s'il y a une autorisation écrite, c'est pas automatique. C'est pas juste, il y a une autorisation, donc je suis déchargée de ma responsabilité. S'il y a une autorisation écrite, mais que l'accueil collectif de mineurs n'a pas, par exemple, n'est pas certain que le chemin de retour est sécurisé pour l'enfant, il va dire non. Par exemple, imaginez, il y a une tempête, etc. C'est pas parce qu'il y a une autorisation que vous allez laisser l'enfant rentrer seul. Ou par exemple, si le chemin est vraiment compliqué, il y a beaucoup d'autoroutes ou je ne sais pas, beaucoup de routes départementales ou le chemin est périlleux, quand bien même vous avez l'autorisation,
vous risquez quand même d'engager votre responsabilité si vous laissez l'enfant rentrer seul dans des circonstances qui peuvent par elles-mêmes être dangereuses. Donc voilà, c'est aussi à nuancer et à prendre avec des pincettes. Autorisation des parents ne signifie pas automatiquement déchargement de la responsabilité. Ok, bah du coup, on va pouvoir, j'espère avoir bien répondu à votre question et vous avoir donné différents éléments de réflexion. Mais encore une fois, n'hésitez pas à travers les questions d'assistance. Nous aussi, on va prendre des questions pour en faire des articles d'actualité, comme ça vous aurez des réponses un peu généralistes. Et on va du coup passer à la question de Baquet, qui va répondre ensuite à la question du transport de mineurs en minibus. Je laisse. Alors, tout d'abord, ça nous est revenu souvent, ça, la question du cadre réglementaire lorsque c'est un des animateurs de l'accueil collectif qui s'occupe de conduire le minibus lors d'un séjour. Donc là, en l'occurrence, c'est un séjour de vacances. Donc, on rappelle déjà que la conduite d'un minibus par un animateur est tout à fait permis pendant les accueils collectifs, mais ça s'inscrit dans un cadre réglementaire qui repose sur la sécurité des mineurs. Donc, comme elle l'a rappelé, Céline, l'obligation de sécurité, ça constitue une priorité absolue dans tous les accueils collectifs de mineurs. Et dans ce cadre-là, l'organisateur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des mineurs pendant toute la durée de l'accueil, donc y compris lors des déplacements. Comme elle l'a aussi rappelé, il s'agit d'une obligation de moyens. Donc, en cas de problème, d'accident ou autre, on vérifiera que l'organisateur a mis en place vraiment toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité des mineurs lors de son accueil collectif. De l'autre côté aussi, il y a l'obligation pour l'employeur de veiller à la santé et à la sécurité de son personnel qui peut être pris en compte, sachant que en cas d'accident, si par exemple l'animateur n'était pas apte ou ne se sentait pas forcément bien pour prendre le volant de ce minibus, en cas d'accident, ils sont co-responsables. Donc, l'organisateur ne pourra pas se décharger de sa responsabilité en disant que c'est l'animateur qui conduisait le minibus. Non, pas du tout. Il y a une co-responsabilité. Donc, c'est à la fois surtout en tout cas à l'organisateur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des mineurs et aussi la santé et la sécurité de l'animateur qui sera amené à conduire le minibus. Donc, par exemple, l'organisateur doit vérifier que le minibus est en bon état, que le conducteur est apte, qu'il n'a pas fumé, qu'il n'a pas bu, qu'il est en tout cas dans une situation saine pour pouvoir conduire le minibus avant le départ. Il y a aussi l'instruction du 21 juin 2024 sur la conduite des minibus lors des accueils collectifs de mineurs qui préconise et recommande que l'utilisation des minibus, tout ce qui a rapport à la conduite du minibus lors de l'accueil collectif, puisse être anticipé dans le projet pédagogique du séjour. Donc, les conditions pour conduire le minibus par l'animateur, déjà, il faut un permis B pour les catégories de minibus qui ont des places de 9. Donc, il faut le permis B et vraiment, il faut veiller à ce que ce ne soit pas le permis automatique. Donc, il faut que ce soit le permis B. Si le conducteur a un permis automatique et que le minibus est manuel, forcément, il faut qu'il prouve qu'il ait passé les 7 heures pour pouvoir conduire un véhicule à boîte manuelle. Donc, les vérifications obligatoires aussi, vérifier l'aptitude, comme c'était rappelé un peu plus haut, médicale de l'animateur, donc qu'il est dans de bonnes conditions pour pouvoir conduire le minibus, qu'il est bien aussi même émotionnellement pour pouvoir conduire, par exemple, un animateur qui n'a jamais conduit de minibus, on ne peut pas lui demander s'il ne se sent pas apte à conduire le minibus, on ne peut pas lui demander de prendre le volant de ce minibus. Donc, il y a aussi vérifier tout ce qui est assurance du véhicule et l'état du véhicule avant le départ. Au niveau des exigences de sécurité, il n'y a pas d'exigence légale sur la distance ou sur le nombre de kilométrages qui peut être parcouru, mais il faut quand même que l'organisateur prenne toutes les précautions en amont, donc planifier le trajet, veiller au taux d'encadrement, s'assurer que par exemple, si c'est pour de longs trajets, qu'il y ait
personnes qui puissent conduire, deux animateurs qui soient capables de conduire le minibus dans le cas où un des animateurs est fatigué, que l'autre prenne le relais, de planifier aussi des temps de pause et de repos tout au long du trajet afin que vraiment la sécurité à la fois des animateurs et des mineurs soit prise en compte lors du trajet. Et à côté de tout cela, il faut bien évidemment veiller au respect du code de la route, s'assurer des consignes de sécurité, donc du port de ceinture, etc., pour tout ce qui est euh, interne, en tout cas au véhicule, et sur la distance et la conduite du minibus. Donc, c'est essentiellement ça pour les transports en minibus. Après, on a eu plusieurs autres questions qui peuvent ressembler aux questions qu'on a choisi d'aborder aujourd'hui. Et on a eu des questions aussi, notamment sur le temps de travail hebdomadaire, le temps de repos obligatoire, le minimum de rémunération, toutes ces questions-là que vous pouvez notamment retrouver à la fois dans notre spécial directeur. Donc, il y a vraiment, le spécial directeur regroupe vraiment la majorité, l'essentiel en tout cas des questions qui permettent de bien organiser et de sécuriser son séjour, que vous pouvez aussi directement retrouver sur le site JPA juridique et passer commande. Mais en plus de ça, on a aussi eu des questions sur les accidents en ACM, par exemple, des questions sur l'administration des médicaments et d'autres. Et toutes ces questions-là certaines font déjà partie de focus juridique qu'on a déjà traité jusque-là, ou de focus juridique à venir qui seront traités. Donc vraiment, vous avez en tout cas de cadre général de toutes ces questions-là, toute cette panoplie de questions que vous pouvez retrouver à la fois sur nos supports papier, donc les revues, et sur le site JPA juridique. Voilà, donc j'ai répondu à la question et j'ai fait le rappel de tout ce que vous pouvez retrouver sur le site JPA juridique. Si Céline a quelque chose à rajouter, si vous avez des questions. Bah, moi, de mon côté, c'est bon, c'est parfait. Ok. Bah, on a fini avec quasiment 10 minutes en avance, c'est incroyable. Pour finir, euh, on va pouvoir rapidement évoquer le prochain webinaire. Donc, pour rappel, c'est pour tous les abonnés à JPA Juridique, c'est gratuit, c'est sur contribution libre si vous souhaitez participer et donner à Jeunesse au plein air. Mais l'idée, c'est gratuité. Pour d'autres structures de mémoire, c'est 10 € probablement. Donc là, l'idée, ce sera la prochaine fois, le prochain webinaire, ce sera sur l'animation volontaire et le contrat d'engagement éducatif les jeunes de 16 ans. Ce sera présenté par Sandy Basile, dont je vous ai parlé, qui est notre responsable, qui est rédacteur notamment de Spécial Directeur et Spécial Directrice, et qui participe aussi à JPA Juridique. Donc voilà, ce sera l'occasion lors de ce webinaire de soulever toutes les problématiques liées à l'engagement d'un animateur mineur dans le cadre du contrat d'engagement éducatif. Alors, c'est à quelle heure? Bonne question. Je n'ai pas l'information. Baké, tu sais ou pas? On va regarder, on va vous dire. De toute façon, vous avez un peu le temps, hein, c'est dans un mois, mais c'est vrai que c'est bien de prendre les dispositions dès à présent. Je sais pas du tout. Je vais regarder aussi. Ouais, Je je vous sais dis pas. ça tout de suite. C'est de 10h à midi. Ok, 10 h à midi. Comment adhérer à JPA pour une collectivité? Ah, Pour pour une moi. co Ouais, ça c'est pour toi. Vas-y. Pareil, alors, pareil que pour une association, c'est de se rapprocher d'un comité. Alors, pour le coup, là, c'est un comité départemental. Je ne sais, je n'ai pas vu la provenance de la personne qui a posé la question, mais il y a des collectivités qui commencent à adhérer à la JPA. Moi, par exemple, c'est inscrit pour personne. Je suis de l'Isère et j'ai la ville de Grenoble qui a souhaité adhérer à la JPA en accord avec le travail qu'on a engagé sur la réflexion et l'accompagnement du droit aux vacances d'une façon générale et de toute la vie des acteurs éducatifs autour de ce droit aux vacances. Mm. Il y a... Ok. Pas plus de comité en Moselle. Alors, je suis très mauvaise en géographie, mais je crois bien que Je crois que... Je sais pas, j'avoue, s'il y a un Moselle, non, je comité. crois, non. Pas Je suis sûr, pas ouais. sûre. J'ai un doute, faut aller cliquer sur là, j'ai pas. Oui, il me semble que l'Eure-et-Loir, il y a quelqu'un, oui. Ah,
Ok. Merci, Jean-Jacques. Il me semble. En provenance du site. Ok. Donc, on va vérifier si c'est toujours à jour. Pas adhérer, redonner des accès à différentes mairies si on se regroupe pour Oui, payer. oui, Mm, mm. Yes. Et je me précise aussi par rapport, parce que je sais que ça peut euh, enfin soulever une problématique par rapport au règlement pour des collectivités, etc. Juste, on propose le mandat administratif. Donc sachez-le, oui, parce que je sais qu'à chaque fois cette question revient. Donc il y a le mandat administratif, on a la procédure, on suit une procédure qui justement permet aux collectivités, aux différentes personnes publiques de pouvoir souscrire un abonnement ou de commander une revue. Voilà. Alors, il y a un comité existant dans le 57, mais inactif. mm, Il y a OK. c'est ça. Mais on relance. Ouais, c'est On, ça. Bah, on parfois, ouais, bataille. On a besoin de l'énergie de tous les gens pour arriver à relancer les départements où il se passe plus grand-chose depuis quelque temps, c'est par ça. manque d'engagement et par manque de personnes, de De force. moyens, ouais, c'est ça. Vous êtes tous les bienvenus, bien évidemment. Alors, qui joindre, j'imagine que c'est pour l'adhérent, l'adhésion à JPA ou pour l'abonnement? Ouais, pour l'abonnement. Alors, vous pouvez joindre du coup l'adresse à relancer, ouais. Ah, pour relancer le comité de... Eh bien, on va... Au sein euh, de JPA, tu, normalement, c'est tu- ma collègue, ouais, Claire. ouais, tu peux être le réceptacle, Céline, et puis on transmettra en interne à la personne qui s'occupe de l'animation du réseau, Ouais, JPA. Voilà, on va faire comme ça. C'est plus simple pour vous. Vous vous adressez un mail à très bien, ben, la Folle, qui est un acteur ouais. important de JPA, historique, comme on dit. Donc, bienvenue, au contraire. Oui, je vous 57. je transférerai votre demande à ma collègue, comme ça vous pourrez avoir un contact direct. Bah, je vous écris mon adresse mail. Tac, tac, tac. Mm. Mm. Comme ça, vous pourrez préciser votre demande et je pourrais bien transmettre. On laisse encore 1 ou 2 minutes et je pense qu'après, on conclura cette réunion. D'autres questions? Alors, sont-ils votre lien? Je suis pas sûre d'avoir compris la question. Nous travaillons avec les PEP sur notre territoire par le biais, OK, d'une délégation de services publics pour un des secteurs couverts, OK. Euh, notre lien, t'as compris, Françoise? Notre lien. C'est-à-dire, sont-ils votre lien par rapport aux comités départementaux? T'as micro coupé, Françoise. Raté. Ah, Oui, alors les PEP sont confédérés au niveau national, donc c'est une association nationale ouais. qui est présente peu ou prou dans les départements, ça dépend de l'activité qu'elle a et la réalité de l'activité qu'elle a sur tel ou tel département. Mais normalement, il y a pas de problème. Après que les PEP, la délégation de service public, c'est
un mode de contractualisation avec les collectivités locales ou les EPCI qui est de plus en plus fréquent. Mais si les PEP sont partenaires, par le biais des PEP, il y a possibilité d'avoir accès aux services. Alors, d'adhérer en tant que tel, je ne sais pas si ça a un intérêt, mais de pouvoir avoir accès aux services sans aucun problème. Et il y avait une question sur le permis de conduire, les visites médicales pour le permis de conduire. Il faut pas, on a une grosse tendance en France et dans les ACM, c'est comme on sait qu'on a beaucoup de lois autour de la protection des mineurs dont nous sommes les premiers acteurs, on va dire, en tout cas repérés comme tels. On a tendance toujours à se rajouter de la loi. Alors la loi, il y en a plein, il y en a suffisamment. Il s'agit pas de s'en rajouter. Et après, on confond des choses. C'est-à-dire qu'il faut pas mettre sur le même rang un autocariste qui va faire du transport pour enfants, éventuellement avec des minibus, vous savez, avec le petit panonceau derrière, enfants, transport d'enfants, qui type le côté professionnel et l'organisation professionnelle du secteur des transports sur les transports enfants. Et puis, notre organisateur de colonies de vacances ou d'accueil périscolaire qui transporte des enfants dans un minibus pour aller à la piscine, peu importe. Voilà, on n'est pas des professionnels du transport. Donc aujourd'hui, on n'est pas assujetti à la visite médicale, on n'est pas assujetti à avoir des mouchards sur les qui relèvent les temps de pause, les kilométrages, etc. sur les véhicules. Peut-être que ça va arriver un jour, mais aujourd'hui non. Donc voilà, on n'est pas dans ce schéma-là. Il faut bien toujours qu'on arrive à relativiser en disant il y a les professionnels du transport, ils ont des obligations légales liées à leur secteur, à leur branche d'activité. Et nous, on est dans l'accueil collectif de mineurs. Alors, il y a plein de choses qui se croisent. On se rend compte que, moi qui suis dans les ACM depuis largement plus de 40 ans, on voit bien que d'une petite législation des ACM, ben maintenant, il y a le transport qui nous rejoint, il y a l'alimentation qui nous rejoint, il y a tout un contexte législatif qui nous impacte, mais n'allons pas plus vite que lui. Voilà, c'était une Ouais, c'est petite ça. précaution parce c'est un défaut qu'on a, on veut toujours surenchérir sur la loi et penser qu'il y a toujours, alors il y a des règles et il vaut mieux les connaître, on est d'accord, mais donc pas de visite obligatoire dans le cadre de la conduite d'un minibus, même si c'est très régulier dans le cadre d'un ACM. Ok, bah du coup on va pouvoir clore ici. J'ai transféré la demande par rapport justement au comité départemental de Moselle. J'ai bien reçu le mail, c'est bon. Ça a été transmis, donc vous aurez bientôt une réponse, je pense. Ok, bah merci en tout cas à tous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère qu'on a pu répondre au maximum aux interrogations que vous aviez. On en refera de toute façon des webinaires pour pouvoir vraiment justement soulever d'autres problématiques, d'autres questions et vous permettre de vous familiariser avec la plateforme. Et on vous souhaite donc une bonne journée, profitez bien et à la prochaine. Au Au revoir. revoir. Au revoir, merci. Merci à vous.